L'article L3 du Code de justice administrative pose le principe selon lequel les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est disposé autrement par la loi. Cette disposition pose donc un principe tout en autorisant le législateur à y apporter des exceptions. Voyons donc le principe, puis ses dérogations. Grand 1, le principe, une formation de jugement collégiale. Il faut d'abord préciser le champ d'application du principe de collégialité au cours du procès administratif. Ce principe s'applique à la phase de jugement, qui commence avec l'audience et se poursuit avec le délibéré et le prononcé du jugement. C'est ce qui résulte de l'article L3 précité, qui dit que les jugements sont rendus en formation collégiale. A contrario, donc, la collégialité ne s'applique pas à la phase préalable, c'est-à-dire à la phase d'instruction qui est menée par un seul magistrat qui a la qualité de rapporteur. Le principe de collégialité est un principe essentiel qui apporte plusieurs garanties aux justiciables. La collégialité est d'abord gage de qualité de la décision rendue. Elle permet en effet que la décision soit le fruit d'une discussion au cours de laquelle se confrontent plusieurs points de vue. Cela permet donc que la décision soit mûrement réfléchie. En outre, la collégialité est indissociable du principe d'indépendance et d'impartialité. Le fait que les juges soient plusieurs à prendre la décision protège le justiciable de l'arbitraire d'un seul et de son éventuel parti pris. Évidemment, la collégialité a aussi des inconvénients. Elle présente le risque que les discussions entre les juges s'éternisent ou encore que les juges ne réussissent pas à se mettre d'accord sur la solution à donner au litige. C'est pourquoi, lorsqu'aucun consensus ne se dégage au cours du délibéré, il est procédé à un vote. Cependant, pour éviter les situations de blocage résultant d'un éventuel partage des voix, le Code exige que les formations de jugement contiennent un nombre impair de magistrats. Cette règle est énoncée à l'article L222-1 du Code de justice administrative. Par conséquent, la formation de jugement ordinaire comprend, on l'a déjà vu, 3 magistrats. Devant les cours administratives d'appel, cette formation peut être exceptionnellement élargie à 5 magistrats. Les formations spécifiques du Conseil d'État contiennent également un nombre impair de magistrats. La section du contentieux, au sein du Conseil d'État, contient 15 membres. L'Assemblée du contentieux contient quant à elle 17 membres. Pour les formations spécifiques au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la composition telle qu'elle est prévue par le Code ne permet pas d'assurer l'imparité du nombre de magistrats. En effet, les règles de composition font par exemple intervenir les présidents des différentes chambres qui composent la juridiction. Or, selon le nombre de chambres dans la juridiction, le nombre de magistrats dans l'information spécifique sera parfois pair ou parfois impair. C'est pourquoi le Code prévoit des règles supplémentaires si la composition est paire. Par exemple, au sein des tribunaux administratifs, pour la formation dite de chambres réunies, en cas de parité, la formation est complétée par un magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau. Cette règle est prévue à l'article R222-19-1. Pour la formation plénière, autre exemple, comme il n'est pas possible d'ajouter un membre puisqu'ils siègent tous, la règle est inversée. Ainsi, en cas de parité, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas. Article R222-20. Venons-en maintenant aux exceptions à ce principe de collégialité. Donc, grand 2, les hypothèses de juge unique. Dans un souci de rapidité et de bonne administration de la justice, le législateur a développé les exceptions au principe de collégialité. Cette possibilité est prévue à l'article L3 déjà cité. On a déjà eu aussi l'occasion de le souligner, les hypothèses dans lesquelles les décisions sont rendues par un juge statuant seul
ont augmenté ces dernières années. Le juge unique apparaît en effet comme un moyen d'augmenter la productivité des magistrats et donc de permettre la réduction des délais de jugement. 3 séries de décisions rendues à juge unique peuvent être identifiées. Il s'agit des jugements rendus par un juge statuant seul. Il s'agit ensuite des ordonnances rendues dans le cadre de la procédure de tri. Il s'agit enfin des ordonnances rendues en matière de référé. Étudions donc successivement ces 3 hypothèses. Grand A, les jugements rendus par un juge statuant seul. La possibilité d'instituer des cas de jugement à juge unique est prévue dans le Code de justice administrative, dans les dispositions qui sont relatives aux tribunaux et aux cours administratives d'appel. Ainsi, l'article L 222-1 énonce que les jugements des TA et des CAA sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Le législateur s'est donc borné à ouvrir les catégories d'hypothèses et a implicitement renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les litiges pour lesquels la collégialité est écartée. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'égard de cet article L 222-1, au motif que cette disposition méconnaissait le principe d'égalité des citoyens devant la justice et les droits de la défense. Dans une décision du 14 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a rejeté les 2 arguments. Il a estimé d'abord que les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation du respect des droits de la défense. En d'autres termes, que le jugement soit rendu par une formation collégiale ou par un juge unique, les droits de la défense doivent être respectés. Donc l'existence d'hypothèses de juge unique ne contrevient pas à ce principe. Le Conseil a ensuite jugé que la fixation des cas de juge unique doit reposer sur des critères objectifs, liés à l'objet du litige ou la nature de la question posée, si bien qu'il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité devant la justice. Le Conseil d'État a eu l'occasion de compléter cette analyse en expliquant que les critères objectifs retenus pour déterminer les hypothèses de juge unique doivent en outre être en rapport direct et proportionné avec la finalité d'une bonne administration de la justice. Ceci ayant été énoncé par le Conseil d'État le 21 janvier 2015 dans l'arrêt Conseil national des barreaux. Pour connaître donc ces hypothèses de juge unique devant les tribunaux et les cours, il faut se tourner vers la partie réglementaire du Code. Il apparaît alors que la possibilité ouverte par le législateur n'a pas été mise en œuvre à l'égard des cours administratifs d'appel. Seuls les tribunaux sont donc concernés. C'est plus précisément l'article R 222-13 du Code de justice administrative qui fixe la liste des litiges réglés par un juge statuant seul. Cette liste a été modifiée plusieurs fois depuis l'édiction du Code en 2000. Certains litiges ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés. Ainsi, le périmètre des hypothèses de juge unique est assez fluctuant. Il en ressort que des litiges très divers relèvent désormais du juge unique. On y trouve actuellement les rubriques suivantes. D'abord, les litiges sociaux, c'est-à-dire les litiges relatifs aux prestations, allocations ou autres droits attribués au titre de l'aide sociale, relèvent du juge unique. Certains litiges de la fonction publique également. Il s'agit plus précisément des litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des agents publics, ainsi qu'à certaines sanctions disciplinaires. Les litiges en matière de pension, les litiges en matière de consultation et de communication des documents administratifs, et encore certains litiges fiscaux, ceux notamment relatifs aux impôts locaux
et à la contribution à l'audiovisuel public relèvent également d'une procédure à juge unique. Les litiges relatifs au refus de concours de la force publique également. Les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres. Les litiges relatifs au permis de conduire. Et enfin, les litiges indemnitaires, dont le montant n'excède pas 10 000 €. Le décret du 2 novembre 2016 a toutefois exclu de ce champ les litiges indemnitaires qui concernent un contrat de la commande publique. Cette liste, on le voit, comprend des litiges qui présentent un enjeu limité, notamment d'un point de vue financier, ou des litiges qui ne soulèvent pas a priori de questions juridiques complexes et qui ne posent donc aucune difficulté particulière. Cela ne signifie pas que ces litiges peuvent s'accommoder d'une justice de moins bonne qualité. Juge unique n'est pas en effet synonyme de justice au rabais. Au contraire, diverses règles sont prévues par le Code pour garantir la qualité des décisions rendues par un juge unique. Par exemple, les magistrats pouvant endosser le rôle de juge unique doivent avoir une certaine expérience. En effet, selon l'article R. 222-13, seul le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet et qui doit avoir au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté minimale de 2 ans peuvent statuer seuls. En outre, le juge statuant seul se prononce après audience publique et après audition du rapporteur public. Il est vrai néanmoins qu'il peut dispenser ce dernier de prononcer des conclusions s'il l'estime utile. Enfin, en vertu d'un principe général du contentieux administratif, le juge unique peut toujours renvoyer l'affaire à une formation collégiale s'il le trouve opportun. Par conséquent, si dans l'un des litiges précités qui sont réputés simples, une question complexe se pose, le juge unique peut préférer soumettre le dossier à une formation collégiale. Qu'en est-il maintenant devant le Conseil d'État ? L'article L. 122-1 énonce que les décisions du Conseil d'État statuant au contentieux sont rendues par l'Assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Ainsi, au regard de cette disposition, tous les arrêts sont rendus en formation collégiale. Il n'existe pas de litige, comme c'est le cas devant l'ETA, pouvant être traité par un juge seul. En revanche, l'alinéa 2 de cet article prévoit la procédure de tri. Venons-en donc à cette procédure. Grand B, les ordonnances rendues dans le cadre de la procédure de tri. Cette procédure de tri a déjà été envisagée à plusieurs reprises, tant devant les tribunaux, les cours, que devant le Conseil d'État. Il est possible de rejeter un certain nombre de requêtes par une ordonnance qui est prise par un magistrat seul. Cette possibilité étant prévue plus spécifiquement à l'article R. 122-12 pour le Conseil d'État et article R. 222-1 pour les TA et les cours administratifs d'appel. La compétence pour statuer ainsi, par ordonnance, dans les tribunaux et les cours, était jusqu'alors réservée au président de juridiction et au président de formation de jugement. Mais elle a été élargie par le décret du 2 novembre 2016 à des magistrats expérimentés ayant atteint au moins le grade de premier conseiller et ayant une ancienneté minimale de 2 ans. Dans la procédure de tri, ce n'est pas cette fois l'objet du litige qui justifie la dérogation au principe de collégialité, mais le motif du rejet de la requête. En d'autres termes, tout type de litige est ici susceptible d'être traité de cette manière, dès lors que la requête peut être rejetée pour l'une des raisons énumérées dans les articles précités. Ces raisons sont les suivantes. La procédure de tri peut être utilisée pour donner acte d'un désistement, pour rejeter des requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, pour également constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête,
pour rejeter des requêtes qui sont manifestement irrecevables et qui ne peuvent pas être régularisées. Cette procédure de tri est encore possible pour des requêtes pour lesquelles il ne reste plus à juger que des questions relatives à la charge des dépens. Pour les requêtes qui relèvent d'une série, ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive. Et puis enfin, possibilité aussi d'utiliser cette procédure de tri pour rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. La procédure de tri n'a cessé de gagner du champ. Le dernier élargissement date d'ailleurs du décret du 2 novembre 2016. On notera que cette procédure permet de rejeter une requête sur le fond, et non pas seulement de rejeter pour incompétence ou irrecevabilité. Grand C, dernière hypothèse de décision rendue par un juge seul, les ordonnances de référé. Nous serons ici très brefs car nous avons déjà vu cette question. Quel que soit le stade du référé, première instance, appel ou cassation, le juge des référés est un juge statuant seul. Là également, une expérience minimum est requise. Son juge des référés, les présidents des TA et des CAA, ainsi que les magistrats qui sont désignés à cet effet et qui présentent une ancienneté minimale de 2 ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller. Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'État, son juge des référés, le président de la section du contentieux, ainsi que les membres ayant le grade de conseiller d'État. Enfin, pour rappel, l'article L 511-2 prévoit la possibilité de renvoyer le dossier à une formation collégiale de 3 juges des référés, lorsque la nature de l'affaire le justifie, ou même à une autre formation collégiale de droit commun. Ça peut être, par exemple, à l'Assemblée du contentieux, lorsqu'on est devant le Conseil d'État. L'affaire Vincent Lambert, d'ailleurs, a fourni une illustration de cette possibilité. Un référé liberté avait été intenté devant le tribunal administratif de Reims. Un appel a ensuite été déposé au Conseil d'État et celui-ci a tranché ce référé liberté par l'Assemblée du contentieux. L'arrêt en question étant celui du 24 juin 2014.